Bonjour les sixièmes, ravi de vous retrouver pour poursuivre et terminer notre tour d'horizon du système solaire. Alors pour se rafraîchir un petit peu la mémoire, nous avions terminé l'épisode 2 par cette synthèse, à savoir que le système solaire est composé du Soleil au centre, donc une étoile qui rayonne de l'énergie sous forme de chaleur et de lumière. Autour de cette étoile tournent des planètes au nombre de 8. On a aussi des planètes naines. Et autour de certaines planètes, on trouve des satellites naturels comme la Lune autour de la Terre. Alors on peut démarrer par ce dessin d'Anna. Alors on ne sait pas trop ce qu'elle a voulu représenter en tout cas. Dans ce dessin, on observe un corps sphérique et on observe aussi pas mal de cratères. Alors les cratères, ce sont des structures qui sont assez présentes dans le système solaire. Par exemple ici sur cette photo de la Lune, on les voit très bien à la limite ombre-lumière, avec une bonne paire de jumelles par une nuit d'été, sont tout à fait observables. Alors il faut savoir que sur la Lune, il y a des centaines, voire des milliers de cratères, de toute taille d'ailleurs, de plus petits jusqu'au plus gros. Alors les scientifiques se sont même amusés à, les nommer, afin de cartographier au mieux la Lune. Ici, voilà, on trouve des principaux cratères. Alors parfois, vous allez voir, ces cratères sont appelés des mers, voire des océans. Alors évidemment, rien à voir avec les mers qu'on trouve ici sur Terre. Il n'y a pas d'eau liquide, mais certains astronomes au XVIe siècle les avaient baptisés comme ça, et du coup le nom est resté. Alors pour l'anecdote, ici, la mer de la Tranquillité, c'est un cratère assez grand, et c'est ici que la mission Apollo 11, qui a emmené les premiers hommes sur la Lune en 69, s'est posée. Alors j'ai pas résisté à vous mettre cette magnifique photo. Alors celle-ci, elle a été prise non pas lors de la première mission, mais lors de la mission Apollo 16, donc un peu plus tard, en avril 72, et ici on voit les astronautes qui ont quitté leur jeep lunaire pour faire quelques mètres sur le sol lunaire. Ici on voit les pas premiers astronautes dans cette poussière, hein, ces roches qui sont très très poussiéreuses, et ils sont là autour d'un cratère assez important. On en voit d'autres, une multitude de cratères plus petits ici, qui sont en nombre très important sur la Lune. Alors, quittons un petit peu la Lune pour aller voir ailleurs dans le système solaire. On en trouve aussi sur des satellites naturels. Ici, je vous ai mis 2 satellites naturels de Saturne. Rhea, qui est constellé aussi de plein de cratères à sa surface. Et Mimas. Alors Mimas, elle est assez drôle parce que bon, elle a pas mal de cratères, mais il y en a un gigantesque ici sur sa face qui lui donne un aspect un peu insolite. Alors, à quoi sont dus ces cratères? Je pense que Lola a un petit élément de réponse ici, en nous dessinant des gros cailloux qui ont l'air de se balader un petit peu partout dans le système solaire, au milieu de plein d'autres débris et poussières. On a quelques mots aussi qui vont pouvoir nous mettre sur la piste, sur la voie, comme Tom ici qui parle d'astéroïdes. Ethan nous parle de météorites, d'étoiles filantes. Alors on va essayer de remettre un petit peu tous ces mots dans le bon ordre et de comprendre ce que c'est. Alors sur cette représentation du système solaire très simplifiée, et pas du tout à l'échelle évidemment, on va pouvoir placer 2 éléments importants de structure dont on n'a pas parlé auparavant. Ici vous avez Mars et Jupiter. Entre Mars et Jupiter, on a un grand espace en fait qui est rempli de plein de corps qui tournent autour du Soleil, plein de débris. Alors ça va de petits corps de la taille du centimètre à des corps bien plus gros, de la taille du kilomètre, et on l'appelle la ceinture d'astéroïdes. On a une autre structure un peu plus loin, après Neptune, au-delà de Neptune, qu'on appelle la ceinture de Kuiper. C'est aussi un réservoir de corps, d'astéroïdes, de débris, de poussières et de comètes. Alors il peut arriver, ces corps, ils s'entrechoquent, ils se rentrent dedans, il peut arriver que des débris d'astéroïdes quittent leur emplacement et viennent traverser la trajectoire de certaines planètes. Alors ici, je vous ai mis quelques astéroïdes principaux, il y en a de toute taille évidemment. Vesta, c'est un très très gros astéroïde, mais il y en a d'autres, pareil, les plus connus ont leur petit nom. D'ailleurs, j'ai une vidéo assez intéressante pour voir la différence de taille de tous ces corps.
Alors par exemple ici, donc un petit corps qui est un peu plus gros qu'un homme. Mais si on avance un petit peu, on peut voir que on trouve dans cette ceinture d'astéroïdes une multitude de corps qui sont parfois assez gros. Donc ici on a la tour Eiffel pour faire référence. Vous voyez ici par exemple l'astéroïde Hermès qui est plus grand, largement plus grand que les buildings. Donc là on est sur des ordres de kilomètres. Alors ça va encore plus gros. Ici Albert, Ida qui fait 31 km de diamètre. Assez impressionnant. Et ça monte encore. Ici vous avez vu, on aperçoit même plus la ville. Jusqu'à Vesta qui fait 500 km. Donc c'est assez impressionnant, je vous mettrai cette vidéo en description si ça vous intéresse évidemment. Donc ça c'est les astéroïdes qui sont autour du Soleil dans leur ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter majoritairement. Alors je vous ai dit parfois il arrive que des morceaux d'astéroïdes se décrochent, se détachent et sortent de leur trajectoire. Parfois on a donc des cailloux qui viennent traverser la trajectoire des planètes et parfois qui vont venir dans l'atmosphère terrestre. Alors c'est ce qu'on appelle des bolides. Ils arrivent à vitesse très importante. Ils peuvent être de la taille d'un petit grain de sable ou même faire quelques centimètres comme un gros caillou. Et quand ils rentrent dans l'atmosphère, ils s'échauffent très très fortement à cause de leur vitesse. Parfois même une partie de ce caillou va fondre en rentrant dans l'atmosphère. Et nous, quand ça se déroule la nuit et qu'on est dehors, on voit ça sous forme d'une étoile filante. Donc rien à voir avec une étoile, c'est pas du tout une étoile. C'est un caillou qui rentre dans l'atmosphère à vitesse très importante et qui forme cette longue traînée que l'on observe pendant parfois quelques petites secondes, pas plus. Alors parfois, le corps va se volatiliser, il va jamais atteindre le sol, mais dans certains cas, quand les corps sont assez gros et résistent à cette traversée de l'atmosphère, on peut les retrouver au sol, c'est ce qu'on appelle les météorites. Ici, on a une météorite qui a été trouvée, donc on reconnaît bien son aspect noirci dû à la traversée de l'atmosphère qui a fait fondre son contour. Et on a même des chasses aux météorites qui se font dans certaines régions. Vous savez que les scientifiques, maintenant actuellement, on a pas mal d'outils pour observer et pour enregistrer tout ce qui se passe, pour calculer les trajectoires, et parfois on arrive à savoir à peu près où ils sont tombés. Donc certaines associations proposent de chercher ces petits cailloux. Alors parfois ils vont tomber sur des lieux voilà au milieu du désert où on aura du mal à les trouver, mais parfois aussi ils peuvent tomber sur des objets du quotidien, comme ici sur une voiture aux États-Unis en 1992. Alors l'histoire ne dit pas si le propriétaire a été ravi de trouver une météorite ou mécontent parce qu'il avait détruit sa voiture. En tout cas, on le voit ici, c'est une météorite qui fait déjà quand même un beau caillou. Alors on a des cratères qui sont assez célèbres à la surface de la Terre, comme le Meteor Crater en Arizona, qui fait plus d'1 kilomètre de diamètre. Alors ici, on estime que ça s'est déroulé il y a 50 000 ans, mais vous avez vu que la météorite, elle faisait a priori plus de 50 mètres, donc là on est sur des tailles qui sont déjà plus massives. Et on a aussi en Australie le cratère de Wolf Creek, qui fait 875 mètres de diamètre. Donc là, ça peut commencer à secouer un petit peu. Donc on peut rajouter à notre liste les astéroïdes et les débris rocheux, qui, lorsqu'ils viennent nous rendre visite, peuvent tomber sous forme de météorites. On estime d'ailleurs qu'il y a plusieurs tonnes de débris de météorites qui tombent à la surface de la Terre chaque année. Par contre, on en retrouve forcément pas beaucoup. Alors, Clément nous parle de Voie lactée. Alors là, on va sortir du système solaire. En effet, la Voie lactée, c'est quelque chose dont vous avez peut-être entendu parler. C'est tout simplement le nom de notre galaxie. Alors là, il faut dézoomer, reculer. C'est parfois pas facile de s'imaginer tout ça parce que les échelles sont largement démesurées. Ici, une représentation, c'est pas une photo, c'est une représentation d'artiste où on nous montre notre Voie lactée et du coup, à cette échelle, notre système solaire n'est qu'un petit point perdu dans l'immensité des bras de cette galaxie. Donc là, on n'est plus grand chose, un grain de sable. Je vous propose d'aller voir dans Solar System Scope. On va pouvoir mieux se rendre compte de l'immensité de tout ça, en dézoomant tout simplement à partir du système solaire. Là, on reconnaît bien. On va dézoomer.
Donc là, on a le Soleil. On va commencer à voir les étoiles proches du Soleil. Alors quand je dis proche, évidemment, c'est des endroits où on pourra jamais aller, mais en tout cas, elles sont dans l'entourage du Soleil. Par contre, plus on va dézoomer, plus on va se rendre compte qu'il y a d'autres milliards d'étoiles qui sont beaucoup plus éloignées et que celles-ci se rassemblent en une structure qu'on appelle une galaxie. C'est ce qui était représenté sur l'image que je vous ai montrée juste avant. Et ces galaxies, en plus, ben, il y en a des milliards à leur tour. Je vous montre ici notre galaxie voisine. Donc c'est la galaxie d'Andromède. Mais une autre photo donc, qui a été prise par le télescope Hubble. C'est un télescope qui a fixé une partie du ciel pendant plusieurs jours, une toute petite partie du ciel. Et là, on se rend compte que sur une toute petite partie du ciel, il a réussi à capter des milliers, des millions de galaxies qui composent notre univers à grande échelle. Donc là, ça donne carrément le tournis. Alors, je voulais quand même terminer cette vidéo en vous donnant quelques noms de scientifiques qui ont révolutionné notre vision de l'espace et de l'univers. Ici, Galilée, dont vous avez déjà certainement entendu parler, un mathématicien italien. On a aussi Isaac Newton, un physicien anglais, et l'un des plus récents et qui a énormément marqué et révolutionné notre vision du monde, la physique. C'est Albert Einstein, évidemment, physicien allemand. Alors, quelques mots de vocabulaire pour éviter des confusions, parce qu'on les entend souvent et des fois, vous avez un petit peu de mal à en faire la différence. Donc, un astronome, c'est un scientifique qui pratique l'astronomie, c'est-à-dire la science de l'observation des astres. Un astronaute, cette fois-ci, c'est un membre d'équipage d'un véhicule spatial, comme Thomas Pesquet, français et célèbre, pour avoir passé quelques mois dans la Station spatiale internationale. On parle aussi de cosmonaute ou de spationaute, selon les pays. Alors, rien à voir, l'astrologue, donc c'est un spécialiste de l'astrologie, cette fois. Alors ça, c'est pas une science, hein, c'est un ensemble de croyances, selon lesquelles les astres auraient une influence sur les personnes. Je vous mets en description de la vidéo deux petites vidéos sur qu'est-ce qu'une étoile filante, si ça vous intéresse. Et enfin, la vidéo sur la taille des astéroïdes. Voilà, nous avons terminé notre saga sur le système solaire. Merci à vous pour vos productions qui nous ont permis de faire un voyage très riche et très intéressant. Et n'hésitez pas surtout à aller faire un petit tour à Nancy, au pôle des étoiles, qui est pas très loin de Bourges, où vous aurez l'occasion de voir plein de choses très intéressantes sur le système solaire et l'univers. Voilà, à très bientôt. Au revoir.